Et puis mon père m'appelle un jour, ça devait être en 2006. Il me dit, oh putain, c'est pas quoi, je me suis acheté une Nissan 350Z. Je réfléchis, je dis, ah ouais? Ah bah attends, c'est une propulsion. Viens, je vais te montrer un truc, ça va te plaire. Je le fais monter dans sa Z, en passager, et je pars faire un tour de circuit en drift. Enfin, à l'époque, c'était de la glisse, parce que le mot, je le connaissais même pas. Wow, c'est génial. Et j'avais déjà commencé à apprendre à des copains. Du coup, j'ai créé, à l'époque, ça s'appelait Autoglisse Academy, je crois. Quand je montre à des potes, ils kiffent. Et en plus, ils veulent apprendre. On crée une école. Allez, on crée une école. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode Upcast. Aujourd'hui, j'ai rejoint à Calmont Jérôme Vassia. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Jérôme Vassia, j'ai 51 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ou qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Tu en as fait des choses. Pas mal de choses. J'ai plusieurs casquettes. Si on parle côté professionnel, j'ai plusieurs activités. J'ai lancé plusieurs activités. De base, je suis verrier céramiste. Okay. Ouais, ça n'a rien à voir. J'ai fait des études industrielles. D'accord. Plutôt côté technique. À Toulouse? Non, absolument pas. C'est vrai? Alors, je suis toulousain, je suis né à Toulouse. Okay. J'ai beaucoup voyagé en France parce que, enfant, je suivais mes parents. Mon père dans la grande distribution avec de nombreuses mutations et j'ai, 14 ou 15 déménagements avec mes parents. Entre ma naissance et le temps que je sois autonome, enfin pas autonome, que je sois en appartement pour mes études. Donc j'ai, 14, ouais. C'est dur de s'adapter et tout, c'est vrai? Bah oui, c'est dur. Oui. Changement d'école et... En fait, je connais que ça, quoi. Donc, il y a une fois vraiment où ça a été dur. Je crois que c'était un déménagement en 5e. J'avais une bonne bande de copains avec l'équipe de rugby. Et là, ça faisait qu'un an qu'on était là. Je dis, oh, putain, il faut recommencer. Bon, c'est le jeu, mais en tout cas, j'ai la bougeotte. J'aime bien. Donc, je regrette. C'est pour ça que tu bouges autant. Ouais, voilà, tout à fait. Je regrette absolument pas d'avoir autant déménagé. J'ai des amis un peu partout en France, du coup, ça c'est cool. Oui, j'allais te le dire, du coup. C'est clair, il y a plein d'endroits où je passe et où j'ai des souvenirs. Où tu as des connaissances. Donc, pour répondre à ta question, mes études se sont déroulées de Verrier à Moulins, dans le centre de la France. Puisqu'à un moment donné, on s'est retrouvé à habiter à Moulins, puisque mon père travaillait là-bas. Et à Moulins, il y a la seule école de verrerie en France, verrerie artisanale. Alors la verrerie artisanale, c'est plus artistique. Tu as peut-être déjà vu sur des marchés des artistes avec des boules de verre en fusion qui font un signe. Oui, ok, d'accord. Ça, c'est artistique. Je ne suis absolument pas artistique. Mais par chance, non, pas du tout. Par chance, dans cette école, il y avait aussi le côté industriel. Et donc, la verrerie industrielle, c'est par exemple le verre que nous avons sur les fenêtres, là. C'est du verre. Ok, ouais. Ça peut être le verre d'eau que tu as, c'est une fabrication industrielle. Et donc, moi, c'est ce qui me plaisait, c'était le côté industriel. Avec ce produit noble, qui est le verre quand même, puisque c'est un produit plutôt noble. Donc, je me suis retrouvé à Moulins. Ensuite, j'ai continué avec un brevet de technicien supérieur dans la superbe ville de Vierzon. Je ne sais pas si tu connais Vierzon. Tu as voulu voir Vierzon, tu as vu Vierzon. Il y a une célèbre chanson avec ça. Bref, j'ai eu mon diplôme sans problème parce qu'à part bûcher à Vierzon, il n'y a rien à faire. Donc... Tu faisais pas grand-chose. Je faisais pas grand-chose d'autre. Donc, céramiste, verrier industriel. Alors, la céramique, du coup. Oui, céramique, oui, ok. Et je n'ai jamais travaillé dans ce domaine-là. Parce que pendant mes études, forcément, il faut faire des stages. Et les stages que j'ai faits, c'était dans des usines, puisque c'est fabriqué dans des usines, forcément. J'ai travaillé, par exemple, chez Perrier pour fabriquer les petites bouteilles vertes Perrier. Alors, c'est génial. Il y a plein de choses à faire, sauf qu'une fois que tu as fait le tour de l'usine, qui est 50 personnes ou 2000, tu as fait le tour. Tu es dans un milieu totalement fermé. Oui, tu peux pas évoluer, tu veux dire? Tu peux évoluer dans l'usine, mais par contre, tu ne vois tout le temps que les mêmes personnes. Oui, c'est ça. Du coup, ça m'a saoulé. Voilà. Donc, j'ai même pas travaillé là-dedans. Donc, tu as fait que tes études là-dedans? J'ai fait que mes études là-dedans. Okay. Voilà. J'ai jamais travaillé là-dedans, hormis en stage. Et ensuite, j'ai rejoint les traces de mon père dans la grande distribution. J'avais déjà une expérience puisque tous les étés, je travaillais dans la grande distribution. De 5 heures du matin, mettre en rayon. Et puis, j'ai évolué dans la grande distribution. Je me suis régalé. Ça, c'était à peu près jusqu'à 21 ans, 22 ans. Non, un peu plus même. Hein.
Ouais, plus que ça. Ah, je me suis régalé. Franchement, c'est une super école. J'en ai bavé. Je suis tombé sur des types qui, comme j'étais un peu le fils de papa aussi, Ah ouais. poste un peu à responsabilité. Alors, ça aide un peu. Par contre, après, on ne fait pas trop de cadeaux. On ne fait pas de cadeaux. Donc, ouais. parfois, je suis tombé sur des types un peu durs, mais qui m'ont bien forgé. Et puis, comme je suis pas du style à perdre et à me laisser faire, eh ben, je prouvais par le travail, en fait. Plutôt que de me rebeller, moi, je me rebellais par le travail. Donc, D'accord. il fallait toujours que j'ai de meilleurs résultats que les autres, que je donne le maximum. Et j'ai eu une super belle carrière dans la grande distribution. Franchement, je gagnais super bien ma vie. C'était top, de belles perspectives. Mais pareil, tu avais atteint le... Alors, non, pas tout à fait. Alors, c'est sans fin, en fait, la grande distribution. Tu peux toujours apprendre quelque chose. Tu peux toujours... Oui, ça évolue. Ça évolue. C'est vraiment très, très évolutif. Mais j'étais déjà depuis tout petit passionné de mécanique, de sport mécanique, ou plutôt de pilotage. Parce que, peut-être qu'on en parlera, c'est pas forcément la mécanique ou la bagnole qui me passionne. Moi, c'est d'exploiter l'outil. C'est d'exploiter l'outil que j'aime. Mais donc, cette passion que j'avais depuis bien, bien, bien longtemps, un jour, je lis un magazine de sport mécanique. Et à ce moment-là, j'étais à Toulouse, je travaillais à Toulouse, et il y avait marqué 20 pistes de karting à Toulouse. Putain, c'est incroyable, c'est quand même une piste de karting à vendre, c'est rigolo. Je me suis renseigné, c'est pas commun, je me suis renseigné, et puis 6 mois après, j'ai quitté la grande distribution, j'ai démissionné, et j'avais fait tout un projet d'entrepreneur classique. Donc là, tu es patron pour la première et fois. j'avais du les coup. clés de la boutique, ouais, et à 25 ans. Alors que j'étais super bien, quoi. J'étais déjà bien en place. Et donc, je me suis lancé depuis que j'ai 25 ans. Donc, ça fait plus de la moitié de ma vie maintenant que Donc, je t'avais suis un à mon karting. compte. Ouais, j'avais une piste de karting. Et du coup, depuis, je n'ai pas lâché le milieu automobile ou sport automobile, sport mécanique. Tout le monde, enfin, je sais pas du tout, mais quand tu fais du drift après, Oui. parce que bon, Ouais, on va parler de drift. Tout le monde sait, de toute façon, qu'on va parler de ça. Mais tout le monde commence par le karting ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, non. Alors, bien sûr, les pilotes de Formule 1 qu'on voit le dimanche à la voilà. télé, Eux, oui, ils ont tous fait du kart. Il y en a beaucoup aussi qui font de kart, mais qui ne vont jamais en Formule 1. Oui, et qui restent... On peut faire du kart avec les copains le samedi soir, comme on ferait un bowling, juste pour s'amuser. C'est pas parce qu'on fait du karting qu'on va devenir un champion. Mais bon, en tout cas, c'était ma première expérience d'entrepreneur. Tenir une boutique, des salariés. Tu l'as gardé longtemps? Bonne question. Alors, on va apprendre à se connaître aussi. J'ai un gros défaut, c'est la mémoire. Mais tiens, moi aussi, t'inquiète pas. Je sais pas, je dirais 5-6 ans. Ouais, je dirais 5-6 ans. Les années... ouais, à peu près. Ouais, par là, ouais. Et depuis, ouais, je suis toujours dans ce domaine-là, même si je me suis diversifié aussi. J'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier. J'ai un pied dans l'automobile toujours, mais par exemple aussi dans l'immobilier, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Et puis, ça me permet un peu de changer d'univers, de changer de perspective, de changer de cercle d'amis, tu vois. Oui, je comprends. Parce que du coup, c'est très fermé. Oui. Et j'apprends de nouvelles choses aussi avec d'autres personnes qui ne pompent rien au sport auto, mais qui sont des cadors, par exemple, dans l'immobilier ou dans les investissements. Donc, tu investis dans l'immobilier? Alors, j'investis et puis surtout, je fais de la transaction aussi. J'accompagne des clients, puisque moi, en tant que, investisseur, ou même pour ma résidence principale, on ne va pas se voiler la face, parfois tu fais appel à des professionnels de l'immobilier, il n'y a que le nom qui est professionnel. C'est pas méchant, mais il faut quand même savoir que j'ai choisi volontairement d'avoir une des activités, ce métier dans l'immobilier, qui a la plus mauvaise réputation en France. C'est vrai en plus. C'est l'agent immobilier. Oui, oui. Et j'assume. Qui est juste là pour vendre. Alors, c'est normal. Ouais, mais qui est juste là, c'est normal. C'est son métier, c'est son gagne-pain. Moi aussi, je le fais pour vendre et pour gagner de l'argent. Mais j'ai franchi le pas parce que je me suis dit, quand je vois certains tocards, comment ils s'occupent de moi, je suis sûr que je peux faire mieux. Et du coup, je fais mieux. C'est pas méchant. Non, mais... J'ai pas fait d'école, j'ai appris sur le tas, mais forcément, j'ai fait des conneries, moi, à titre personnel pour mes achats ou mes reventes, ou ma résidence principale, peu importe. Et j'ai rencontré des gens, il y a des choses que je disais, ah, ça, c'est bien ce qu'il fait. Et parfois, je me disais... Ah ouais, là, il fait vraiment de la merde. On va essayer de tout faire bien. Et en fait, ça peut paraître compliqué pour certains, mais c'est pas si compliqué que ça. Enfin,
Je suis pas le meilleur, mais moi, ce métier, il n'est pas dur. Pour moi, il n'est pas dur. Voilà. Parce que... Moi, je trouve que c'est tellement compliqué quand même, tu vois. Avoir la bonne maison et savoir tout le potentiel que tu peux lui donner. Ouais, bah alors après, je suis pas tout seul aussi, je suis associé avec mon épouse, donc elle a le même constat que moi. Et donc du coup, on fait ça aussi ensemble, ça nous permet de faire une activité tous les deux ensemble, on est ultra complémentaires. Là, nous sommes donc dans le petit village de Calmont, Midi-Pyrénées, Haute-Garonne, pour une épreuve de drift, mais la boutique, elle continue à tourner, parce que elle est au boulot, très certainement, en train de s'occuper des clients, tu vois. Et donc mais t'as une agence carrément et tout? Non, c'est pas une agence, on est indépendant. Oui, mais en fait, c'est comme si... c'est vrai que tu peux faire comme ça maintenant. Oui, oui, non, les bureaux, nous, ils sont chez nous. Oui, voilà. Ils sont partout. Si cet après-midi ou ce soir, là, je veux faire 2 mails pour l'immobilier, mon bureau, il est là, il est posé sur la table, c'est mon ordinateur. Et tu t'occupes que de l'immobilier, du coup, secteur... Alors, je m'occupe... notre philosophie, c'est s'occuper de nos clients. Donc, notre client... Ok, peut-être qu'il est à 2 km de chez nous, mais ça fonctionne beaucoup par ricochet. C'est le bouche à oreille, en fait. Bien sûr, c'est le meilleur. Et donc, on fait des bornes. Et nous, on n'a pas peur de faire des bornes parce que quand nos clients nous disent « Ah ben, aussi, j'ai un appartement à vendre dans le Béarn ou dans les Pyrénées, c'est à 2 heures, 2h30, 3 heures. » On s'en fout, on y va. Mais si c'est Paris, tu le ferais aussi? On trouverait peut-être des solutions pour le faire plus intelligemment. Mais en tout cas, à partir du moment où il y a quelqu'un qui me sollicite par recommandation ou parce qu'il est content de ce que je fais, je ne vais pas le laisser tomber à cause des kilomètres. Je le prends en charge. Après, on trouve les meilleures solutions. Et du coup, ça fonctionne. Mais t'arrêtes jamais, en fait. J'ai tant de cernes que ça. Non, t'as 40 vies, je trouve. Mais moi, c'est ce qui me plaît. J'ai jamais fait de test. Peut-être que je suis hyper actif. Non, tu es un passionné de plein de choses. Ouais, mais c'est comme ça que je vois la vie aussi. Tu vois, il est un peu comme ça. Je sais pas, ça se trouve, ce soir, on va dîner ensemble avec toute l'équipe. Puis il y en a un qui va dire, l'été, je suis pêcheur. Ah ouais, mais ça va m'intéresser, tu vois. Ouais, donc passionné, moi, je dirais. Pas que t'es cerné, mais... Donc, le tout, c'est aussi, comment dire, d'en profiter, de ne pas avoir de regrets, tu vois. Moi, j'ai 51 balais maintenant. J'ai pas envie de me dire, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai pas eu le temps de m'intéresser à ci. Et je peux pas tout faire. Non, tu pourras, oui. Mais Ça, t'es pas frustré, ça? Il y a des choses que t'aimerais faire que t'as pas fait, que tu te dis... bien sûr, bien sûr. Oui. Et puis, je pense que c'est quand même beaucoup de personnes aussi. Celui qui a tout fait, que ce soit à 30 ans, à 51 ans, ou même à 70 balais, je sais pas qui peut dire ça, quoi. Non, c'est sûr. Ouais, moi, ça, j'en connais pas. Hein. Non. Ouais, j'ai tout fait, je peux mourir tranquille. Non. Ou alors, on sait qui ment, quoi. Ouais, peut-être. Ouais. Et toi, t'es comment, toi? T'es tout château aussi Non, pas trop. Hein. Moi, c'est très niche, moi. Hein, je suis pas une passionnée de beaucoup de choses. Si je m'intéresse, d'où les interviews. Ben, c'est bien. Tu vois, ça, par contre, je suis curieuse, tu vois. Ben, c'est un peu ce que je fais aussi, sauf que moi, je fais pas d'interview quand je parle avec quelqu'un. Oui, en soi, c'est vrai. Mais moi, je suis vraiment curieuse de tout, des métiers, des histoires. Même, tu vois, avant, je suis pas bloquée, mais je faisais beaucoup sur les métiers. Et maintenant, sur les parcours, même les témoignages des gens, suivant leur vécu, j'adore. Et puis, je suis une pipelette, alors, tu vois, ça va très bien. T'es une pipelette, mais tu dois faire parler les autres, alors c'est pas facile. Ouais, c'est vrai. C'est dur. T'es obligé de te taire, des fois, tu te pinces la langue. En fait, souvent, tu te mords la langue pour dire... Des fois, on dit, tu te coupes la parole. Mais tu sais, c'est tellement naturel aussi, la conversation, que tu fais pas attention. C'est pas... T'as vu, c'est pas une interview machinale. Après la piste de karting, j'ai fait... Donc, tu l'as vendue? Ouais, j'ai vendu. J'étais... Alors, en même temps que je... Qu'est-ce que ça veut? J'avais oublié. Alors, je vais te faire un titre accrocheur. On parlait des titres, tu sais, de vidéos YouTube. Fais-moi un bon titre accrocheur. Je suis un inventeur. Qu'est-ce que t'as inventé? T'as inventé quelque chose? Ouais, j'ai inventé quelque chose. Ça fait, tu vois, j'ai pas pensé, mais j'ai ça aussi dans mon CV. Pendant que j'avais cette piste de karting, déjà, même quand j'étais gosse, moi, j'aimais bien quand c'était fun, la moto. J'ai commencé par le motocross. Quand je pouvais conduire une voiture dans les champs, j'étais minot, c'était dans les champs, je n'avais pas le permis, oui, bon, mais que ça pouvait glisser un peu, ça m'amusait. Le karting en compétition, bon, il ne faut pas glisser. Par contre, quand il pleuvait et que du coup ça glissait un peu naturellement, je sortais plutôt bien mon épingle du jeu. Et puis quand j'ai eu la piste de karting, il
forcément, il y a des copains qui viennent, des fois, tu veux t'amuser avec des clients qui sont là. Oui, bien sûr. Et une espèce de frustration énorme avec les cartes de location. Je ne sais pas si tu as déjà fait du carte de location. Même du karting tout court. Tout court, non? Ouais. Pas une fois, tu crois? Bon. C'est lui, Alors, peut-être que ça va lui parler. Parce que le problème des cartes de location, c'est l'équité. Moi, l'équité sportive, c'est quand c'est équitable entre les participants. Ah, et c'est pas équitable? Eh bien, ça peut pas, en fait. Parce que, tout le monde ne fait pas le même poids. OK, ça, c'est physiologique. Mais tu prends 2 cartes neuves qui sortent de l'usine, là, ils sont tout pareils. Tu mets l'essence. On part rouler. Les 2 cartes n'ont pas les mêmes performances. C'est comme ça, c'est mécanique. Ça se joue. Même si, par exemple, toi, si c'est une seule personne qui essaye les temps, tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. On n'aura pas. Ouais, tout à fait. C'est mécanique. Alors, ça peut, parce qu'il n'est pas tout à fait réglé pareil, parce que le moteur n'est pas libéré de la même manière. Donc, même si c'est les deux mêmes tout pareil, tu pourrais croire qu'ils ont les mêmes performances, sauf que non. Et quand, avec la piste de karting, je m'amusais avec des copains, je voyais bien que ce n'était pas équitable. Alors, des fois, tu tombes sur le bon kart. Il est 1/10 plus rapide que les autres. Et du coup, tu es champion du monde. Tu dis, ouais. Je suis meilleur que vous. Et les autres, ils râlent. Ah, on refait, mais on change de carte. Et là, ils voient vraiment que... Là, on voit qu'il y a une différence. Alors ça me saoulait, moi. Moi, j'aime bien quand c'est équitable. Ouais, je comprends, en vrai. Ouais. Et alors, du coup, je disais, vous savez quoi, on va s'amuser à ma sauce. On va trouver une autre solution. Le chrono, on s'en fout. On laisse pisser. On n'en parle plus. C'était une piste de kart indoor. Tu sais, dans les bâtiments industriels, là, une piste de kart ouverte. Ouais, ça, je vois, ouais. Venez demain soir, je vous prépare quelque chose à la fermeture. Donc ça fermait vers minuit. Je sortais les lances à incendie avec l'équipe, il y avait des gars du staff là. On arrosait la piste. Et maintenant, on roule sur le mouillé. Ça va glisser. Mais il n'y a plus de notion de performance. C'est pas celui qui va le plus vite. Le kart 1/10 sous la pluie, il gomme cette différence de performance. On va juste s'amuser à faire les plus beaux dérapages. À se suivre en dérapage. On n'a pas le droit de se doubler. On se suit. Alors, ça demande une certaine dextérité. Et le problème, c'est que, bon, il y en a qui arrivaient, mais il y a des potes qui n'arrivaient pas. Alors, à nouveau, de la frustration. Ah oui, mais oui, tout le monde ne peut pas y arriver. Quoi. Alors, ça ne fonctionne pas. Donc, du coup, on va trouver une solution pour que tout le monde y arrive, mais que tout le monde puisse déraper. Et c'est là qu'intervient mon invention, un brevet que j'ai déposé. Donc, ça devait être en 2004. Je pense, 2004, si je fais appel à ma mémoire. J'ai inventé un système que l'on met sur les roues arrière des karts, sur les roues motrices. Et c'est comme une bague, en fait, c'est comme un anneau que l'on met sur les pneumatiques. Le pneu ne touche plus le sol, puisqu'il y a cette bague en plastique, c'est du plastique vulgairement, même si c'est un matériau technologique. Le plastique, lui, sur le bitume, il glisse, en fait. D'accord. Et du coup, avec ce système-là, les roues arrière pouvaient déraper, mais les roues avant, elles étaient encore sur le sec, puisque je ne mettais pas d'anneau sur les roues avant. Okay. Donc l'avant, tu peux continuer à tourner ton volant droite-gauche et tu maîtrises parfaitement ta direction. Par contre, dès que tu accélères, les roues arrière patinent, tu pars en dérapage. Quand tu freines trop fort avec ton frein arrière, tu pars en dérapage. Et là, j'ai fait revenir les copains. Là, on va s'amuser. Et du coup, tout le monde, c'est ça que j'ai fait mon invention. Alors du coup, après, on l'a développé pour l'automobile, pour des camions. Et j'ai un de mes fidèles amis qui s'occupe de ça, qui utilise ce système que j'ai inventé. Et avec, on fait de la sécurité routière. Parce qu'on ne voulait pas associer ce produit à l'image du drift, puisque pour moi, ce n'est pas du vrai drift. Oui, du coup, oui. On trafique. Oui, je comprends, oui. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, parallèlement à ça, alors du coup, j'avais quand même une certaine dextérité par rapport à certains de mes copains à faire de la glisse, à maîtriser la voiture en dérapage. Et pour certaines opérations avec des constructeurs automobiles, quand il y a des lancements de produits, je venais en tant que prestataire, indépendant, pilote démonstrateur, pour amuser un peu la galerie, faire des baptêmes de pilotage, de glisse. Le mot drift, à l'époque, je crois que je ne le connaissais même pas. Oui, c'est vrai qu'on entend... Enfin, 2004, je ne sais pas depuis combien de temps. Et donc, du coup, j'arrivais à faire glisser tout type de voiture.
Ça amusait les copains, ça amusait un peu la galerie. Moi, je me régalais. Il n'y avait plus de chrono. Oui, là, Moi, c'était je pour voulais le juste kiff. C'était le m'amuser. kiff, quoi. C'était le kiff. Et là, c'était top. Et ça fonctionne aussi avec des voitures propulsion. Ce sont les roues arrière qui sont motrices. Ça te parle, ça, ou pas? Qu'est-ce que tu as comme voiture, Ophélie? Cooper S. Mini Cooper Cooper S. S. C'est une traction. C'est les roues avant qui tractent la voiture. Si tu D'accord. patines avec ta voiture à l'accélérateur, ce sont les roues avant qui vont patiner. Ok. Le drift, donc en anglais, ça veut dire dérapage. Tout le monde ne le sait pas, ça veut dire dérapage. Donc c'est pour ça qu'on Je ne fait le des savais pas. dérapages. Voilà. J'adore refaire l'interview avec toi, Jérôme. Et donc, le drift, comment dire, la glisse, ça se fait avec une voiture propulsion, parce que plus tu accélères, plus les roues arrière patinent, plus tu fais ton dérapage. Et puis du coup, moi je m'éclatais comme ça, et j'avais une propulsion, et puis mon père m'appelle un jour, ça devait être en 2006, il me dit « Oh putain, c'est pas quoi, je me suis acheté une Nissan 350Z ». Je réfléchis, je dis « Ah ouais? Ah bah attends, c'est une propulsion. Viens, je vais te montrer un truc, ça va te plaire ». Et du coup, il arrive avec sa Nissan 350Z. C'était sur le circuit de karting extérieur de Toulouse. C'est le village de Muret, ça s'appelle. Je le fais monter dans sa Z, en passager. Et je pars faire un tour de circuit en drift. Enfin, à l'époque, c'était de la glisse. Parce que le mot, je ne le connaissais même pas. Il me dit, pouah, c'est génial. Je veux que tu m'apprennes. Et j'avais déjà commencé à apprendre à des copains. Parce que mine de rien. Oui, tout le monde. Oui, Ah, avec moi le aussi, je karting, voudrais savoir. machin. Ouais. Du coup, j'ai créé, à l'époque, ça s'appelait Autoglisse Academy, je crois. Le nom archaïque. Oui, t'as créé comme une école, quoi. Bah oui. Ouais. Je dis, bah, moi, je sais faire. Donc, je là. Quand je montre à des potes, ben, ils kiffent. Et en plus, ils veulent apprendre. Bah, vas-y. Et on crée une école, On allez, crée une pourquoi école. pas. Allez, on crée une école. Et donc, du coup, ça faisait partie d'une des activités. Et ça s'appelait Autoglisse Academy, je crois. Il fallait bien que je dise que c'était avec des automobiles. Ouais, non, c'était bien que le nom. c'était de la glisse et que l'académie, c'était pour Et apprendre. l'école, ouais, après. Ouais. Et du coup, je faisais ça. Du coup, j'apprends à mon père. Et puis, on s'éclate et tout. C'était vraiment la régalade. Et puis, 2009, je tombe. Alors, il y a eu Tokyo Drift, Fast and Furious. Ah ouais, il est excellent, celui-là. Ouais. Mais moi, je suis pas très télé. Je pense que je l'ai loupé, la sortie de Tokyo Drift. J'ai dû la découvrir ce film oui. plus tard. Mais 2008-2009, je commence à entendre le mot drift. Je regarde, il y avait Internet, c'était parce que moi, j'ai grandi sans Internet. C'est vrai, c'est vrai. Oui, tu as l'âge de mes parents. Oui, oui. Donc, je découvre le mot drift. Ça veut dire déraper. Je découvre qu'il y a des types qui font comme moi, à l'autre bout de la Terre, au Japon. Et oui, pas ici en plus. Et je découvre qu'il y a des types, une petite bande de potes qui fait ça en France. Parce que toi, vraiment, tu étais le seul à faire ça. Personne autour de toi, tu connaissais personne qui faisait ça. Non. On n'en parlait pas. Non, mais je ne connaissais pas. Alors, je ne te raconte pas les argumentaires qu'il fallait sortir. Des fois, qu'est-ce que c'est qu'Autoglisse Academy, quoi? C'est pour apprendre à faire des dérapages et tout, mais ça sert à quoi? Ouais, c'est ça. Mais rien pour kiffer, quoi. Ouais, c'est ça. Mais on s'amuse. Et donc, je découvre qu'il y a une bande de potes entre eux qui fait ça en France. Je les contacte. Et en fait, en France, je découvre le Drift Challenge, organisé par Tony Join, un gars dont je fais la connaissance. Ils sont une bande de potes, ils ont des caisses de drift, un peu comme au Japon. Tu vois, ça commence à évoluer avec des arceaux, des turbos, des voitures japonaises. Je dis, waouh, putain, c'est trop bien. En fait, je suis pas le seul. Je suis pas malade. Et donc, petit à petit, voilà, on a acheté une voiture avec mon père, on a participé au Drift Challenge, on a fait des courses de drift. Ça, c'était pour le fun. Pour le fun, les courses de drift. Pour le boulot, je donnais des cours de pilotage. Toujours avec ton école? Toujours avec mon école. Alors ensuite, qui est devenu Drift Academy, parce que là, c'était le mot, il existait. Maintenant, il commençait à rentrer dans les mœurs. Et je faisais beaucoup de prestations de services pour des constructeurs automobiles quand il fallait encadrer des présentations de nouveaux véhicules, quand il fallait faire des baptêmes de pilotage sur piste avec, je sais pas, la nouvelle BMW, la nouvelle Mini, par exemple. J'ai travaillé avec Mini, avec Porsche, avec Audi. Et du coup, je faisais beaucoup de prestations en France. Parallèlement, je faisais aussi beaucoup de prestations pour la sécurité routière. Parce que ça, c'est un sujet qui me tient à cœur aussi. J'adore faire le con sur route sécurisée. Ouais. Mais sur la route, en une seconde, ta vie, elle peut basculer ou tu peux faire basculer la vie de quelqu'un. Et du coup, je me suis régalé
à faire tous ces stages de maîtrise du risque routier, d'éveil au danger plus, parce qu'on n'apprend pas. J'ai jamais eu la prétention d'apprendre à quelqu'un à mieux conduire sur la route pour pas avoir d'accident. C'est plus de l'éveil au danger. Quand tu fais pour la sécurité routière, c'est quoi que tu montres exactement? Souvent, l'objectif, c'était quand même de mettre les élèves en situation de danger, d'échec, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'ils vont y arriver sur la route. Si leur voiture... Ah, par exemple, si elle glisse, tu veux dire, par exemple, comment la rattraper? Ben, ça, c'est con. En maîtrise du risque routier, on ne fait pas ça. Tu prends... je vais te donner un exemple qui va te parler. On a des pilotes de Formule 1 français. Alors, Pierre Gasly, Esteban Ocon... ou même un champion du monde comme Verstappen. Ils ont déjà perdu le contrôle de leur Formule 1. Et pourtant, c'est des cadors, ces types. Un gars comme Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde de rallye, il en a pété des caisses. Oui. Parce que parfois, ces gars-là, qui sont monstrueux de talent, eh bien, parfois, ils dépassent la limite. Et quand tu dépasses la limite, ben, c'est mort. Tu sais, c'est comme tu joues avec un élastique. Là, tu es au bureau, tu joues avec un élastique entre tes doigts. Tu le tends. Tu l'as l'image là. À quel moment ça va péter? Alors, tu sais, quand tu as trop tiré. Tu écartes, pim, il a pété. T'as beau refaire ça, ben, c'est mort. Hein. L'élastique, il est pété. Eh bien, sur la route, la limite, c'est pareil. Tu trouves la limite. Certains l'ont trouvé, ont dépassé la limite et n'ont rien eu. C'est déjà arrivé ça, un repas de mariage, d'anniversaire. Oh putain. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Le gars qui s'en est bien sorti, il dit... J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Eh bien ça, moi, conduire avec de la chance, ça marche pas. Donc, la philosophie des stages de maîtrise du risque routier, d'éveil au danger, c'est d'éveiller au danger. Oh, tu fais n'importe quoi, tu vas toucher la limite, et si tu as de la chance, tu t'en sortiras. Mais si ça se trouve, tu seras plus là pour en parler demain. Bien sûr. Et donc, moi, mon rôle, ma philosophie, alors en plus avec ma casquette de pilote de drift, ça passait super bien parce que j'aime faire le con sur un lieu sécurisé, mais j'ai des harnais, j'ai un casque, j'ai des arceaux, je suis sur un circuit, il y a des bacs à gravier. Par contre, dans ta voiture, quand je vais chercher le pain, quand j'amène mes gosses à l'école, j'ai pas tout ça. Et mes gosses non plus. Donc le but, c'est de se mettre dans une situation où la limite ne se présente jamais. Et en fait, tu vas voir que la route se passe super bien. Les élèves, tu vois, ils disaient comme toi. Ah ouais, ben, je comprends. Ouais. Oui, non, mais on a une petite leçon, hein, c'est vrai. Ouais. Les radars. Ça fait chier tout le monde, les radars. Ouais, ça, c'est chiant. Même moi, des fois, je me fais attraper, alors je roule pas vite. Ça. Oui, mais au final, je te donne de mon prisme à moi. Mais tant mieux, vive les radars. Je vais m'attirer la foudre, là. Non, mais blague à part, je prends quelque chose de factuel. Le nombre de morts sur la route n'a jamais été aussi bas qu'avec les radars. C'est vrai? Ah, je croyais qu'on disait... Non, mais je croyais avoir entendu le contraire. Ah non. Il y a moins de morts sur les routes. Alors, ils peuvent en mettre 100 de plus, 2000 de plus. Tant qu'il y a moins de morts sur les routes, bah, moi, je dis, bah, tant mieux. Je sais pas, c'est où à l'étranger qui disent qu'il n'y a pas de... Si, il y a les radars, mais pas de limitation, je sais pas quoi. En Allemagne. Tu sais, nous, on est des latins, l'esprit français, hein, alors on râle. Moi aussi, j'ai déjà perdu des points. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des points. On a le droit d'en perdre. Oui. Alors, derrière, il faut payer 45 balles, 90 balles. OK, c'est le jeu. Maintenant, il y en a qui perdent jamais de points. Ils sont peut-être plus attentifs. Ou ils respectent mieux la limitation. Moi, je me suis déjà fait avoir par étourderie, comme toi, apparemment. Oui, des fois, tu es dans tes pensées aussi. C'est le jeu. N'empêche que les radars, il y a moins de morts. Bah, moi, ça me va. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et tu vois, en expliquant ça en stage de sécurité routière, au final, les types disent, ouais, bon, oui. On a peut-être payé dans notre carrière, dans notre vie d'automobiliste, je sais pas, 500 balles, 1000 balles de contravention parce qu'on a eu des petits excès de vitesse. Mais si c'est le prix à payer pour qu'au final, il y ait 20%. Non, mais après, il vaut mieux qu'il y ait des limites, sinon ça serait ouvert à tout. Voilà. Donc, les radars, pour moi, c'est pas un problème. Voilà. C'est comme ça. Alors, j'ai un coyote. Non, parce que des fois, tu peux être à 90, tu montes vite à 100 et sans t'en rendre compte parce que tu es dans tes pensées. Je ne roule pas vite parce que je tiens à la vie, tout simplement. J'ai pas envie de... Et je roule vite sur un circuit parce que je suis protégé. Et que tu sais faire, tu as appris. Ah oui, Verstappen et Loeb, ils savent faire. Ils ont déjà cassé des... Oui, non, mais même eux qui sont meilleurs que tous, ça leur arrive de sortir de la piste, de la route et de casser la voiture. Donc, jamais je me dis, c'est parce que je sais faire que je roule vite. Non, c'est parce que je suis protégé, en fait. C'est parce que je suis dans de bonnes conditions, que je suis en sécurité. C'est aussi pour ça que je fais du drift. Le rallye, c'est un sport magnifique. Le rallycross, c'est bien parce que c'est sécurisé aussi.
Le rallye, la course de côte, c'est trop dangereux pour moi. Moi, j'ai pas envie. J'ai perdu des amis en rallye. Attends, alors c'est quoi la différence? Moi, vraiment, j'y La course de connais côte, rien. c'est quand la route, elle monte. Ok. Il y a juste une route à prendre. On part en bas, on finit en haut et quel est le plus rapide? On chronomètre. Ok, Ça, d'accord. c'est une course de côte. Le rallye, c'est des routes qu'il y a autour de chez toi, autour de chez nous. Et il y a des spéciales. Une route, c'est une spéciale. Il y a plusieurs spéciales. À la fin, on voit quel est celui qui a mis le moins de temps. D'accord, ok. Mais l'un comme l'autre sont super dangereux. Tu es sur des milieux naturels, tu n'es pas sur un circuit. Et moi, j'ai des amis qui sont morts en rallye et en course de côte. Moi, j'ai pas envie que ça m'arrive. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai lâché le sport auto classique et que je ne fais plus que du drift. Parce qu'en drift, clairement, je risque pas ma peau. Alors peut-être que je suis peureux, mais je m'en fous. Tu t'en fous, tu kiffes t'aimes comme ça. Donc, ouais. Puis, alors maintenant, oui, parce qu'il y a eu aussi un gros changement. Le Drift Challenge de 2009 à 2012. Donc, je roulais avec mon père et puis on était 16, 20. Ça dépendait des événements, mais on se faisait nos petites courses entre nous. C'était top. Et Tony Join, en 2012, je l'ai aidé un peu à organiser sur certains trucs. Et il nous dit j'en ai marre. J'en ai marre, je suis fatigué, j'arrête. Oh, putain. Alors que nous, on fait Alors oui, ouais. Il y avait quand même toujours un peu plus de monde, qu'on était toujours un peu meilleur. Tu savais que ça pouvait évoluer, quoi. Ouais, que c'était chouette. Ah, putain, c'est con. Et donc, c'est comme si, mais il n'y a plus rien, on arrête, on laisse les voitures au garage, quoi. En fait, on ne fait plus rien. Et du coup, j'ai dit, il y a peut-être quelque chose à faire quand même. Et du coup, Tony a arrêté. Et l'hiver 2012-2013, avec quelques potes, on avait commencé à réfléchir. Et je me suis lancé, j'ai créé le championnat de France de drift. Passer du Drift Challenge à un vrai championnat de France. Tout simplement parce que j'estimais qu'il fallait amener un souffle nouveau. Le Drift Challenge, on le connaissait comme il était et c'était top, on se régalait. Il fallait amener de la nouveauté et j'aime profondément le sport en général pour dire que en fait, ce qui me fait kiffer, moi, c'est un titre de champion de France. Tous les sportifs, au final, quand tu participes en tant qu'athlète dans ta discipline, tu vas être champion de France. Champion de France de ping-pong, de tir à l'arc, de trail, de vélo. Tu veux être champion de France. Alors, parfois, il y a des échelons. Tu es champion régional, champion, départemental, régional. Ouais, ça se passe comment, là, exactement? Toute l'année, c'est... Nous, pour l'instant, il n'y a que le championnat de France. Il n'y a pas de sous-division. Okay. Mais quand je me suis lancé dans cette aventure, en partant de zéro, le Graal, c'était être capable de décerner un titre de champion de France. Alors par contre, c'était un sacrifice pour moi, parce que je ne pouvais pas rouler. Je ne serai jamais champion de France. J'organise, donc je ne peux pas rouler. C'est-à-dire que tout... Et ouais, ça a été un choix cornélien. Par chance, ma carrière de pilote de drift, elle était déjà à l'international un peu. Les années 2010, 11, 12, je participais déjà à des épreuves internationales. Oui, parce qu'il y en avait ailleurs. Il y en avait ailleurs, ouais, dans d'autres pays. Et du coup, je me suis dit, je me sacrifie, je ne roule plus en France, mais j'organise le championnat de France. Et j'irai rouler ailleurs, à l'étranger. On verra où il y a des opportunités. Et il y en a eu plein d'opportunités. Et oui, si j'allais te dire, ça s'est développé. Ça se développait aussi. Ouais. Il y avait même des pays qui étaient plus développés que la France. J'ai beaucoup voyagé grâce au drift pour aller piloter dans d'autres pays, mais aussi, surtout, pour m'inspirer. Parce qu'il y avait des pays à l'époque comme l'Irlande, par exemple, l'Angleterre, ou je sais pas, la Pologne, qui étaient très évolués. Et pour moi, en Pologne, ils sont vachement évolués là-bas. Même pour le... Ouais, là, dans l'automobile, je veux dire. Grastrack et tout. Oui, tout à fait. Ouais, exact. Il y en a beaucoup. Ouais. Les pays de l'Est, il y en a beaucoup. Et alors, du coup, c'était double avantage pour moi de partir rouler à l'étranger. C'est que je continue à rouler. Je voyageais, alors que jusqu'à mes 30-35 ans, je n'étais pas grand voyageur. On n'est pas des grands voyageurs dans la famille. On a beaucoup déménagé. Ouais, en France, mais... On voyageait pas trop. Heureusement, avec la piste de karting, quand j'avais 25 ans, à Toulouse, beaucoup de salariés d'Airbus expatriés, avec mon anglais scolaire.
Et encore, c'est un anglais scolaire. Ouais, mais franchement, c'était naze. Et j'étais frustré. J'avais des clients qui venaient d'Airbus et j'étais comme une saucisse là pour comprendre ce qu'ils me disaient en anglais. J'ai pris des cours. À 25 ans, j'ai repris des cours. J'allais entre midi et deux quasiment tous les jours prendre des cours dans un institut. Et maintenant, tu parles bien anglais? Ouais, je parle anglais tous les jours. Ah oui, couramment. Alors, couramment... tu pourrais tenir une conversation sans problème. Ça, sans problème. C'est tous les jours. Tu vois, moi, pour les interviews, j'aimerais maintenant. C'est tous les jours. Là, on pourrait faire une interview en anglais. Alors, c'est sans prétention que je le dis, mais c'est aussi un message. J'en parle parce que c'est un message que je transmets à mes enfants régulièrement et que je dis aux jeunes, l'anglais. Non, mais c'est vrai. Franchement. Parce que moi, je ne parlerai pas anglais, mais ça serait... Mais tu t'en rends compte après dans ton métier. Ouais, j'aurais loupé beaucoup de choses. J'aurais loupé beaucoup d'opportunités. Donc, heureusement, j'avais pris des cours d'anglais. J'avais même reçu parfois en cadeau d'anniversaire ou de Noël des leçons d'anglais. Mon épouse m'offrait des... Ben ouais, parce que j'étais dans le mood. Quoi. Je voulais absolument ça. Je suis parti une semaine en Irlande parce qu'ils organisaient des courses de drift. J'y suis même pas allé avec une voiture pour rouler. Je leur ai juste dit, je fais la même chose que vous en France. Je veux m'améliorer en anglais. Est-ce que je peux venir une semaine chez vous? Ils m'ont accueilli. J'ai passé une semaine en Irlande. Bon, j'ai pas fait que parler anglais. Hein. Oui, je me doute. J'aime beaucoup la Guinness depuis. Mais heureusement que j'ai fait ça. Et donc, c'est aussi un message à faire passer. L'anglais, c'est pas... Ouais, à l'école, mais après, Brian, ça fait chier. Mais c'est pas ça l'anglais. Non, mais les verbes irréguliers et tout. Je trouve qu'après, moi, je trouve chiant, tu vois. Je trouve que on nous apprend mal aussi, tu vois aussi. Mais c'est parce que c'est l'anglais scolaire et que nos profs voulaient ou veulent que ce soit parfait. On s'en cague. Les verbes irréguliers. Non, mais moi, ça me mettait la nausée. Non, mais bien sûr que je fais des fautes encore. Bien évidemment. Mais ce qu'ils me disent à chaque fois, mais tu parles carrément mieux anglais que nous, on parle français. Alors, tes erreurs, on s'en fout. Une fois que j'ai compris ça, et quand je suis allé passer cette semaine en Irlande, je leur ai dit, les gars, dites-moi quand je fais des fautes, parce que je veux progresser. Alors, ils me disaient, bon, c'est pas comme ça qu'on dit. Mais on s'en fout, on t'a compris. Oui, mais dites-moi... Ouais, mais en soi, c'est vrai, je comprends ce qu'ils veulent dire. Et ouais, mais alors, du coup, moi, c'est vraiment un verrou psychologique qui a sauté. Quoi, donc, si tu oublies un ou deux mots, ils comprennent le sens de la phrase. Et oui, ça me va. Alors, du coup, je me fichais totalement de faire des erreurs, mais ils continuaient à me corriger. Donc, du coup, j'ai progressé, mais sans stress, sans arrière-pensée. L'accent, alors oui, je suis toulousain. Il paraît qu'à Toulouse, on a un accent. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir un accent. C'est les autres qui ont un accent. Mais moi, je suis au Mans maintenant. On dit qu'on a un accent. Mais non, c'est les autres. C'est les autres. Ils ne nous comprennent pas, c'est tout. Alors, mon accent, alors en plus, j'ai absolument pas l'oreille musicale. Il paraît que ceux qui ont l'oreille musicale prononcent mieux, ont un meilleur accent. Moi, c'est pas mon cas. Ce qui est sûr, c'est que quand j'arrive à l'étranger, les 6 premières heures, j'ai pas trop l'accent. Et puis, plus ça va, plus j'ai l'accent, parce qu'on est baigné dedans. Donc ça, c'est une expérience géniale à faire. Si tu veux parler anglais, mais tu as bien quelqu'un qui habite dans un pays anglo-saxon. Moi, j'ai du mal. Ouais, non, mais je pense que pour apprendre une langue, il faut être dans le pays. C'est plus facile, je pense. Il y a du travail personnel avant, si tu veux en profiter. C'est-à-dire qu'avant, j'avais quand même fait des cours. J'avais quand même le Becherel anglais. Je me faisais des exercices. J'étais inscrit sur un site anglaifacile.com. Tu sais que rien quand tu me dis ça, ça me rend malade. Eh ouais, mais on a réussi. Mais t'as raison, mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. Tous les dimanches soirs à 20h, je recevais ma leçon gratuite. Là, c'était gratuit. Je faisais mes 20 minutes de leçon. J'en ai pas loupé une pendant des semaines. Mais c'était un plaisir parce que j'avais un objectif. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est tous les jours que ça me sert l'anglais. Regarde, au championnat de France, on a des pilotes étrangers. Et oui, j'allais te poser la question. Je fais quoi? On a des Ukrainiens qui sont là. Ils parlent ukrainien ou anglais? C'est vrai que l'anglais, c'est où tu parles ta langue ou l'anglais. Mais partout. Ben oui. Alors, ça réunit tout le monde. Du coup, on a des Espagnols qui viennent. Alors, un poco. Je parle un peu espagnol, mais pas suffisamment technique pour tenir une conversation en tant qu'organisateur du championnat de France de drift. Par contre, ils parlent anglais. Mais moi, je parle anglais. Super. On va y arriver. Ouais. C'est indispensable. 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 C'est l'un des meilleurs choix que j'ai pu faire, c'est l'anglais. Lance-toi. Non, mais il faut que je le fasse. Lance-toi. Oui, parce que j'aimerais, moi, faire des interviews, tu sais, à l'étranger. Moi, je voulais savoir comment ça se passe, justement, le championnat. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Championnat toute l'année, combien il y a de courses, combien il y a de pilotes.
Est-ce que c'est limité? J'ai beaucoup de questions du coup. Sur cet événement, on t'accueille pour la 5e manche du championnat de France de drift FFSA. FFSA, ça veut dire Fédération française du sport automobile. C'est-à-dire que notre championnat est un championnat fédéral. Il n'y a qu'une fédération qui peut décerner un titre de champion de France, puisque ça dépend du ministère de la Jeunesse et des Sports. Qui est officiel, quoi. C'est officiel. Okay. Voilà. C'est comment dire, c'est un monopole. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a le monopole des titres de champion de France. C'est normal, c'est logique, c'est comme ça. Alors, on parlait de sport. J'aime foncièrement le sport. Que tu veuilles faire du ping-pong, du tir à l'arc, si tu veux le faire de manière encadrée et organiser une compétition, tu es obligé d'appartenir à une fédération. Fédération de tir à l'arc, fédération je sais pas, d'athlétisme si tu veux organiser une course à pied à côté de chez toi. Moi, j'avais pas le choix. Pour organiser un championnat et une vraie course de drift, il faut appartenir à une fédération. Et c'est pas la fédération de pêche, ni la fédération je sais pas, c'est la Fédération française du sport automobile. Et donc, c'est la fédération qui décerne un titre de champion de France. En 2025, cette année, le championnat se déroule sur 6 épreuves. Oui, parce que là, la finale, c'est en septembre. Exactement. Donc là, nous sommes le week-end du 30-31 août, à côté de Toulouse, pour la 5e manche, sur une épreuve qui s'appelle une épreuve de Togé. C'est un mot japonais. Togé, ça veut dire montagne. Sur une épreuve de montagne, un peu comme une course de côte. Ce qui n'a rien à voir avec une épreuve de circuit. Les circuits, comme on peut connaître, je sais pas, le circuit du Castellet, le circuit... C'est quoi, il y a plus de risques? En montagne, oui. Il y a plus de risques, il y a moins de dégagement, il n'y a pas de bac à gravier, il n'y a pas de... Si tu te plantes... Ah ben t'es dans le rail ou contre le talus, quoi. Ok. Ouais. Il y a pas de... T'as pas droit à l'erreur. Quasiment pas droit à l'erreur, en fait. Mais... C'est plus de pression pour eux? Ah oui, carrément, ouais. Vu que t'es pilote, enfin, vu que t'as été... Voilà. Mais c'est de la bonne pression aussi. C'est-à-dire que c'est... L'adrénaline, elle doit être L'adrénaline, elle est au Ah taquet, là là. quoi. Quand t'es en bas, que t'es obligé de tenir ton frein à main, sinon la voiture, elle recule. Si t'es au point mort, la voiture, elle recule parce que Bien ça, sûr, ça ouais, monte. ouais. Et qu'il faut se lancer dans l'arène, là, c'est presque une arène. Hein. On s'est arrangé pour que tu ne découvres même pas la zone, tu sais pas, t'as rien vu, mais quand tu vas arriver sur ce tracé, que tu vas avoir toute la zone spectateur, t'entends les spectateurs presque dans la voiture, quoi. Il y a 4000 personnes, c'est la jauge maximum, on est sold out, c'est complet, hein, on peut mettre 4000 personnes maximum. Ils gueulent, ils chantent, ils applaudissent, on les entend, quoi. Donc le championnat de France, on revient à nos moutons. 6 épreuves, là c'est la 5e. On a 2 catégories. Catégorie élite, c'est... Non, je sais pas. Je sais pas dans quoi je élite, m'engage. justement, c'est élite. On va dire que c'est le top 14 du rugby. Alors attends, et je te coupe, comment on sait qu'ils sont... Alors, comment bien tu sûr. les pilotes Ouais. Parce qu'en dessous, on a la catégorie pro. Celle que je disais. Celle que je disais, qui est en dessous, ça serait la 2e division. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. Oui, ils sont sont très bons dans leur catégorie. Ils n'ont pas tout à fait la même réglementation technique au sujet des voitures, essentiellement avec les pneumatiques. Donc, ils ont des pneumatiques un peu moins larges, ça veut dire que leur voiture va un peu moins vite. Et c'est aussi une catégorie de promotion. Il y a des talents en devenir. Les meilleurs seront sélectionnés pour aller en élite. En fait, c'est exactement comme au foot, au rugby, au basket. Tu as 20 équipes, par exemple, au début de la saison. Les 18 meilleures, elles restent. Les 2 dernières, elles descendent en 2e division. Mais les 2 meilleures de la 2e division montent en 1re division. C'est comme ça qu'on devient élite. C'est par les résultats, en fait, ou par le palmarès. On parlait tout à l'heure, on a un pilote ukrainien, là, qui a déjà fait de belles performances sur le plan international. Il candidate chez nous l'hiver dernier au championnat de France de drift. Et c'est toi qui décide la catégorie? Alors, c'est pas moi. On a un comité de sélection. D'accord, ok. En fait, on a tellement de demandes qu'il a fallu se structurer, mais vraiment bien comme il faut. Parce qu'on ne peut pas faire à la tête du client. Tout à l'heure, je te disais que j'aimais les choses équitables. Bien sûr. Eh bien, c'est pour tout. Enfin, j'aime que ce soit équitable pour tout. Et il est hors de question de faire à la tête du client. Notre pilote ukrainien, là, il a une bonne tête, il est sympa ou il n'est pas sympa, je m'en fous. S'il a le niveau et qu'il candidate, on doit le prendre. Ça se trouve, c'est un con. Mais moi, oui, tu t'en fous, t'es pas là pour ça, toi. C'est pas mon rôle. Alors, que ce soit avec un Ukrainien, un Français, un Espagnol, on ne fait pas la tête du client, quoi. C'est factuel. Donc, on a un comité directeur
un comité de sélection qui se réunit tous les ans le premier week-end de décembre. La saison se termine généralement fin septembre, début octobre. En novembre, on ouvre les candidatures pour la saison suivante. Ah non, la saison, elle commence généralement à avril-mai. Ah, ok. Mais on est obligé d'ouvrir les candidatures dès le mois de novembre. Les pilotes remplissent un dossier de candidature, il y en a pour 1 heure. Hein. On demande plein de choses. Alors, il y a des pilotes qu'on connaît, qui ont l'habitude maintenant. Il y a des pilotes étrangers, on ne les connaît pas. On veut savoir un maximum avoir de choses plus d'informations, bien sûr. Alors, bien sûr, ça va par les palmarès, dans leur pays, à l'international. On demande des photos de la voiture, à l'intérieur, à l'extérieur, du moteur. On veut savoir si la voiture, elle peut participer à notre championnat, si elle a le niveau de participer à notre championnat. Il faut qu'elle ait les mêmes moteurs. Non, pas rien à voir. C'est libre. Si elle est plus puissante que l'autre, on s'en fout. C'est le pilote qui doit la. Ça peut être un avantage, mais c'est pas la plus puissante qui va gagner. D'accord, ok, ça n'a rien à voir. La puissance, ça facilite, mais ça fait pas le résultat en fait. D'accord. Ça peut répondre à ta question. Ok, ouais. On leur demande plein de choses, tous leurs réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, pour nous, c'est important. C'est pour voir dans quel mood est le pilote. Si on a un pilote qui candidate, qu'il a 100 followers, ça nous va, c'est ok. On en a un qui candidate, il a 100 000 followers. Mais Par contre, sur ces réseaux sociaux, il y a du racisme, il y a de la politique, il y a de ce qu'on appelle de la conduite illégale. On n'en veut pas chez nous. Et on lui dit. Tu lui dis pourquoi? Alors, bien sûr. On a aussi un rôle pédagogique. On n'est pas. C'est arrivé ça? Oui, c'est arrivé, oui. Alors, peut-être pas avec 100 000 followers. Oui, c'est pour expliquer que les followers, c'est pas. Comment dire? Ça fait pas la personne. Ou... Tout à fait. Moi, c'est le sport que j'aime. C'est vraiment le sport. C'est un championnat de France, quoi. C'est pas un championnat de followers. Ça existe peut-être un championnat de followers. Je sais pas, je connais pas. Celui qui a le plus grand nombre de followers. Il y a des compétitions, on fait des compétitions. Il y a une course. Tu crois que ça existe? Je sais même pas. Mais nous, on s'en fout de ça. Et on a plein d'exemples de gars qui n'avaient même pas de réseaux sociaux quasiment. Tu vois, oui, c'est pas leur truc. Et qui sont des super doués au volant. Et donc, tant mieux. Maintenant, ils ont plus de followers parce que c'est des stars au championnat. Oui, parce que maintenant, on les connaît. Mais ok, pas de souci. C'est pas les réseaux sociaux qui nous intéressent. Nous, ce qui nous intéresse sur les réseaux sociaux, c'est l'image du pilote. Est-ce qu'il est dans les clous ou pas? C'est juste ça. Et j'ai une question qui me vient aussi. Il y a des femmes. Ouais. Mélangées avec les hommes, attention, parce que là, je sais même pas si... Oui, c'est possible. Alors, il n'y en a pas suffisamment. C'est un sport plutôt masculin. On n'est absolument pas fermé, bien évidemment. Oui, bien sûr. Il y en a une qui se débrouille super bien. Il y en avait, parfois, il y en a 2, 3, ça dépend des saisons. On a plusieurs pilotes féminines qui adorent aller faire la bagarre avec les types. Et puis tant mieux, c'est cool, quoi. Vivement que... Non, mais je sais que dans des sports, tu sais, c'est fermé. Ouais, encore masculin, le foot, féminin. par exemple, c'est fermé. C'est 2 catégories différentes. Voilà, tu pourras jamais voir... Nous, c'est ouvert. Alors... Demain, on a 60 féminines. Tu parlais de rallycross tout à l'heure. En rallycross, ils ont beaucoup de pilotes féminines. Ils ont fait une catégorie spéciale féminine. Mais je pense que si une féminine veut aller se bastonner avec les types, elle peut aussi. Elle a le droit. C'est super chouette aussi, je trouve, sans faire de machisme. Si tu peux te bagarrer pour un titre de championne de France féminine, bon, c'est chouette. Oui, carrément. C'est pas pour cloisonner et mettre les filles d'un côté et les types de l'autre. Mais si en même temps il y a une fille qui vient, elle peut faire les deux. Qui peut faire les deux, tant mieux qu'elle vienne faire chier les types un peu. Et celui qui va gagner le championnat cette année, il peut recommencer l'année prochaine? Ouais, il peut recommencer. On l'aide malgré tout dans la mesure du possible à évoluer. Nous, on est un championnat national. Forcément, au-dessus, il y a des courses internationales. Il y a du monde? Non, alors pas encore, justement. Nous, on est fédéral en France, Fédération française du sport automobile. Au-dessus, c'est la FIA, Fédération internationale automobile. Il y a, cette année, par exemple, au mois d'octobre, là, il y a une épreuve FIA. Elle est internationale, elle se déroule à Riga, en Lettonie. Et elle ne décerne pas de titre encore de champion d'Europe ou champion du monde. Mais on travaille, je dis on parce que je fais partie de la commission de drift à la FIA, on travaille pour ça, pour qu'il y ait un vrai titre international. T'imagines, ça claque. Tu as été champion de France, champion d'Espagne, et puis tu es champion d'Europe FIA, c'est-à-dire que tu vas à la remise des prix à la fin d'année avec le champion de Formule 1, le champion de WRC, et toi, tu es le champion de drift à la FIA, c'est génial. Donc on bosse pour ça, forcément. C'est un gros step à passer parce que c'est l'argent, quoi. Il faut que
si c'est un championnat européen, il faut qu'il soit labellisé par la FIA. On a une superbe compétition en Europe qui s'appelle le Drift Master, mais qui n'est pas labellisé. En fait, tu as gagné le Drift Master, mais tu n'es pas champion Oui, d'Europe. d'accord, c'est pas officiel. Quoi. Non, c'est pas officiel. Et pour le monde, c'est encore plus compliqué parce que ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait des pilotes de drift avec suffisamment de moyens qui puissent aller faire des courses un peu partout dans le monde que pour le drift. Et on est une discipline quand même super jeune par rapport au rallycross, par exemple, à la Formule 1 en rallye. Et pour l'instant, on n'a personne qui est capable d'organiser ça dans le monde et de participer encore moins. Donc, il n'y a pas de titre de champion d'Europe ni de champion du monde. Mais peut-être un jour. Mais à espérer. Ah oui, oui. Bah, c'est sûr. Tu sais, le drift, il est lancé. La discipline, elle est lancée, elle est en évolution. Et il n'y a pas de marche arrière possible. Tu le vois comment, toi, dans 5 ans? Je vois bien. Non, mais... Ça te va comme réponse? Alors... Non, mais tu l'imagines toujours, alors, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, je me fais des films. Des films, ouais, des extrapolations. Pour l'instant, à ce jour, en France, on est... c'est la 13e année que j'organise. On est un peu on est en retard sur l'image que je m'en faisais, même si c'est déjà top. Il y a une période où ça a été un peu long. On monte, on stagne, on monte, on stagne. Tu sais, c'est la vie d'une entreprise aussi. Bien sûr. En plus de faire évoluer l'image de la discipline. Tu sais qu'en France, on n'aime pas trop l'automobile, la compétition, etc. Le drift, ça fait des dérapages. Ils s'ouvrent un peu plus quand même, non? Alors, on les force à s'ouvrir. Et on a pris le problème à bras-le-corps encore. Tu sais, on pourrait avoir des œillères en disant « Ah, vous nous faites chier, on ne peut pas faire ce qu'on veut, c'est notre passion, c'est notre activité, c'est notre business, laissez-nous faire. » Bon, ça ne marche pas comme ça en France. Il faut séduire, il faut essayer de montrer patte blanche. Donc du coup, pas de problème, on va montrer qu'on s'en occupe. Les écolos, je ne suis pas écolo, et je ne suis pas anti-écolo. Mais je suis peut-être un peu anti-écolo, mais je suis quand même aussi peut-être un peu écolo. Ouais. Ce qui veut dire que tout ce que l'on peut faire pour améliorer la situation, il faut le faire. Moi, à titre perso, par exemple, je kiffe le drift, ok. Mais bon, oui, ça fait du bruit et ça pollue plus que si je reste le cul sur mon canapé. On va pas se mentir. Bon, ok. Mais du coup, bizarrement, quand je fais un peu d'introspection, je me dis, c'est bizarre parce que en fait, j'aime aller courir en montagne, nature, tout seul, pas un bruit, pas. Ok. C'est bizarre, j'aime faire du vélo. En fait, c'est comme si machinalement, tu vois, je m'étais un peu programmé pour essayer de, comment dire, pas de laver un peu tout ce que... Ça serait c'est un peu contradictoire. Mais c'est contradictoire. Ouais. Mais en fait, à titre perso, finalement, je me suis rendu compte que machinalement, avec du recul, mon bilan carbone, tu vois, j'essaie de le ménager. Alors que c'est pas que je m'en fous du bilan carbone, je le fais pas. Mais en fait, j'ai besoin des deux extrêmes un peu. Je fais du drift, mais putain, j'aime aller en montagne pour courir ou pour marcher. Et du coup, j'essaie d'équilibrer mon bilan. Et au final, la nature, elle est belle. Là, tout à l'heure, tu as vu, on est passé dans Calmont, le petit village, la rivière et tout. On vient leur pourrir avec du bruit, avec des voitures de partout. On vient quand même les agresser dans leur petit village charmant. Oui, ça peut être perçu comme une agression. Ouais, non, c'est du... Tu sais, je t'ai montré le banc où la petite mamie, elle s'assied là, à toutes les courses qu'on fait ici. Moi, je peux comprendre qu'elle le perçoive comme une agression. Et qu'au conseil municipal, elle dise à monsieur le maire, c'est quoi ce bazar, hein? Est-ce que vous lui avez posé la question, elle aime ou pas? Elle aime bien. Celle-là, elle aime bien. Il y en a de plus en plus qui aiment parce que, en fait, on les comprend. Tu vois, plutôt que de dire, ah, vous êtes des cons, on ne peut rien faire. Ouais. Laissez-nous faire. Non, déjà, on vient chez eux. Oui. Donc, on va les respecter un peu. Oui. Et c'est aussi le message qu'on fait passer au staff, aux pilotes, aux équipes. Et on n'est pas chez nous, hein. Ils nous accueillent, on est chez eux. Donc déjà, on va faire du mieux qu'on peut. Et tout ce qu'on va pouvoir améliorer, on va l'améliorer. Et on a amélioré un paquet de trucs. Alors bien sûr, ça va des cendriers que l'on dispose un peu partout. Tu verras dans la zone publique, ils sont peints en rose fluo, en vert fluo pour pas polluer. Ça vient par les voitures elles-mêmes de drift. On est la seule discipline en France qui utilise à 100% que du bioéthanol. Comme ça, on pollue moins. Eh bien, vas-y, on le fait. Alors, en plus, mécaniquement, c'est mieux pour les moteurs de drift. Eh bien, on le fait. Tant mieux, ça c'est que des C'est au règlement, bioéthanol obligatoire. Les pneumatiques, nous, on consomme beaucoup de pneumatiques. Et tu as dû voir des vidéos où ça fume. Bon,
Ça pollue. Ah, ça C'est-à-dire que pollue. le pneu que toi, tu vas mettre 20 000 ou 30 000 ou 40 000 km pour l'user, nous, on fait 2 passages sur la zone de drift. 2 fois, hein, on fait... c'est 2 fois 30 secondes. Et il est mort. Il est mort. Donc ça veut dire qu'on pollue plus que le petit monsieur qui a garé sa voiture dans la rue là, et qui va faire 30 000 bornes Bien avec. sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait avec ces pneus? Heureusement, déjà, on prend que des pneus qui sont homologués route. C'est-à-dire qu'ils ont passé des tests de pollution, les émissions, les particules de gomme, c'est testé, c'est homologué. C'est pas des comment dire, des fabrications pirates ou nocives. Ce sont des pneus qui sont homologués. Et tous les pneus que l'on utilise sont à 100% recyclés. On travaille avec des filières. Et du coup, c'est moins polluant? Ben, c'est surtout que moi, ce que je voulais pas, c'était que les types, quand tu as usé tes pneumatiques et qu'ils sont morts, j'ai pas envie qu'il y ait des types qui les laissent traîner à côté de la poubelle là-bas, ou qui les foutent dans la forêt, ou qui les laissent. Non, les pneus, nous, il y a une filière de recyclage. Alors, c'est pas notre filière. Là, si tu tapes sur Google filière Aliapur, c'est une filière qui recycle les pneus et ils font des revêtements de sol avec, ils font des sacs à main. Il y a plein de produits qui sont faits avec les pneus recyclés. Ok. Eh ben, j'avais nos pas du pneus tout. sont recyclés. Donc, on s'en occupe. Tu vois, plutôt qu'on nous dise ouais, vos pneus, vous ne savez pas quoi en faire. Si, nous, on sait ce qu'on en fait. Je savais même pas que c'était possible de faire tout ça avec des pneus. La pollution sonore. Oui, on est des sports mécaniques. On fait du bruit. Alors, une voiture de course fera toujours plus de bruit que la Clio ou la 206 du coin. Ça, c'est une évidence. Mais tout ce que l'on peut faire pour, malgré tout, réduire le bruit tout en conservant l'esprit sport mécanique, on le fait. Ouais, parce que sans le bruit, c'est plus pareil. Tu me fous des voitures électriques, tu vois ce que je veux dire? On n'en est pas là, bien sûr. Mais on va en parler aussi tout à l'heure, puisque tu lances le sujet électrique. Il faut qu'on y pense. Je te donnerai mon point de vue sur le sujet. Tout ce que l'on peut faire pour améliorer la zone qui nous accueille, faisons-le. Plutôt que de dire c'est des cons, on ne peut rien faire. Non, mais je suis d'accord avec toi, bien sûr. Et en fait, pourquoi ça se passe bien? Regarde, Calmont, c'est la 10e année qu'il y a du drift dans ce village. 10e année. 8 en compétition et 2 ans pour des démonstrations, au début. Au début, c'était en démonstration pour faire des tests, voir si ça nous plaisait, si ça leur plaisait, voir comment réagissait la commune, la municipalité, monsieur le maire, le conseil municipal. Au final, 10 ans sans interruption. Ça montre bien quand même que même si on peut être considéré comme des perturbateurs, des pollueurs. Ouais, je vois. Oui, On est je pas vois si trop. con que ça, Ok, quand oui, même. bien sûr. Oui, parce que tu as mis de l'eau dans ton vin ou tu as écouté aussi les gens quand ils te disaient les choses. Ouais. Tout le monde peut nous reconnaître. Tu vois, je suis habillé en rouge. On s'appelle la Red Team. Toute l'équipe d'organisation, ça fait des années, on nous appelle la Red Team. Red, ça veut dire rouge en anglais. Eh, ça, je sais. Hein. J'ai quand même... les couleurs, je les connais. Eh bien, à tout moment, un habitant, quelqu'un de, je sais pas, des forces de l'ordre, peut s'adresser à quelqu'un en rouge. Mais nous, c'est pareil. On peut s'adresser à quelqu'un. Le banc, là. Il y aurait eu la petite mamie tout à l'heure assise sur le banc. On serait passé, j'aurais dit « Bonjour madame, comment ça va? Tout se passe bien? Ils sont sages ?» On échange avec les gens. Mais c'est pas qu'ici qu'on le fait. C'est partout où on va, en fait. Parce que c'est l'image du drift. Et l'image du drift, c'est aussi l'image du championnat de France de drift. Et de la FFSA, Fédération Française du Sport Automobile. Et de tous nos partenaires qui nous font confiance. Et donc, en fait, une fois que tu es dans le bateau, il faut faire les choses du mieux possible. Alors, c'est pas tout le temps. Ça peut pas. Je pense que tu peux pas. Tu fais du mieux que tu peux. Bien sûr. Mais il faut toujours avoir la volonté de faire mieux. Comme un sportif, en fait. Comme un sportif. On revient sur la performance. Oui, j'allais te le dire. Ça, c'est ton esprit. Et la performance, c'est dans tout. Ça peut être dans l'anglais, ça peut être dans le sport, ça peut être dans les relations sociales, amicales. C'est toujours essayer de faire mieux, en fait. Et du coup, ben voilà, 10 ans, en fait, on en a parlé hier soir à l'apéro avec les organisateurs, là. Ça fait 10 ans combien, mine de rien. C'est la 13e année que j'organise, parce qu'au début, les premières années du championnat de France, on ne venait pas à Calmont. Ah, voilà. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Mais c'est la 13e saison que j'organise. C'est quand même un truc de fou. On est dans un petit village à côté de Toulouse qui est super mignon. Et puis, les voitures vont au contrôle technique, là, en fait. Je t'expliquerai ce que c'est tout à l'heure. Elles se rendent... Okay. En fait, il faut qu'on les contrôle, savoir si elles sont en sécurité. Ouais, il y a des règles à respecter pour la sécurité du pilote. Le moteur, tu mets ce que tu veux, à la limite, ça, on s'en fout. Par contre, il faut que toi, tu sois en sécurité à l'intérieur. C'est pas comme un Formule 1, quoi. Ouais, c'est pas tout à fait comme un Formule 1, non. En tout cas, c'est sûr que non. Les contrôleurs techniques vont vérifier que les éléments de sécurité sont à jour, que la voiture n'est pas dangereuse.
Après, qu'elle soit verte, rose, qu'elle soit un peu plus haute, un peu plus large, on s'en fout de ça. Ça, c'est ton choix. Attends, alors moi, j'ai une question complètement bête. Mais quand tu as commencé, toi, le drift, il n'y avait pas de modification dans la voiture, c'était... Alors, au début, non. On peut, mais tu sais qu'on n'est pas obligé de faire des modifications pour faire du drift. Hein. Mais ils ont le... Ah, le frein à main. Le frein à main, ça peut aider. C'est le frein à main, ça. Ouais. Et avant, mais tu vois, ça a évolué parce que c'est plus pratique de l'avoir là. C'est un outil qui aide. C'est un outil qui aide, mais on peut aussi faire du drift. On va, je sais pas, chez BMW, pour citer eux, par exemple. On prend une voiture toute neuve dans leur showroom, une propulsion. On peut aller faire du drift sur un circuit sans frein à main, sans la modifier, hein, sans la trafiquer. On n'est pas obligé. Après, pour la compétition, il faut la modifier. Ouais. Ah, là, c'est obligatoire. Il faut l'avoir là, à ce niveau-là, c'est indispensable. Ouais. Tout à fait. C'est comme si tu disais à un footballeur, tu vas jouer, mais tu ne mets pas de protège-tibia, par exemple. Ok, non, mais voilà, c'est ça. Tu peux jouer au foot avec ton gamin dans le jardin et que tu ne mets pas de protège-tibia, ça suffit. Voilà. Là, mais par contre, à haut niveau, si tu ne mets pas de protège-tibia, tu te fais mal. Oui, tu peux pas venir... il faut un frein à main dans une voiture de drift. Ouais, tu peux pas venir là en championnat juste avec. Faut que tu peux, c'est pas obligatoire. Ah, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Tu peux. Il y a un article précis dans le règlement technique sur le frein à main. Comment, à quoi il sert, comment il doit être branché. Voilà, le frein à main, c'est sur les roues arrière. Il sert que sur les roues. J'ai hâte d'aller voir une voiture à l'intérieur. Combien tu prends en vitesse Ah ouais, alors c'est différent, non? Est-ce que t'as pas la réponse? Ah non, je te promets que j'ai pas la réponse. En fait, ça dépend du parcours. Ici à Calmont, alors? Ici à Calmont, au maximum, on doit atteindre à peu près les 100 km/h. D'accord. Parce que ça monte, que c'est étroit, parce que les virages sont rapprochés. Mais après, il n'y a pas de limite. Si plus ton circuit est grand, large, avec des virages très, très longs, tu n'as pas de limite, en fait. Si tu veux faire du drift à 200 km/h, tu peux. Tu peux. Ah, d'accord, moi, c'est vraiment... Bon. Okay. Tu as roulé au circuit de Dijon, tu as fait des tours au circuit de Dijon au mois d'août, là. Non, même pas. T'as pas voulu. C'est lui qui est monté. Bon. Okay. Donc, je n'ai pas confiance, même si lui te dit non, je ne prendrai pas 200. Oui, mais fiat, comme on dit chez moi. Mais fiat. Bon, donc j'allais te donner un exemple, mais ça ne va pas t'aider. Bon, il n'y a pas de limite, en fait. Dans le règlement, il n'y a pas de limite. On peut le faire à 40 à l'heure. D'ailleurs, on a des circuits, on va sur des circuits qui sont ultra sinueux. La vitesse moyenne, elle est peut-être que de 60 km/h. Okay. Mais c'est pas la vitesse qui nous fait kiffer, en fait. Ce qui nous fait kiffer, ce sont les virages, les changements de direction entre les virages, et c'est les battles. Quand les voitures roulent par deux, qu'elles sont le plus proches possible l'une de l'autre. Tu as dû voir des images de ça, peut-être. Ah, moi, je trouve ça, ils sont forts. Bon. Nous, ça, c'est ce qui nous fait kiffer dans le drift. Alors, en tant que pilote, en tant que fan, que spectateur. Mais le spectacle, bien souvent, est quand même meilleur avec des vitesses faibles ou modérées plutôt qu'à 200 km/h. Parce que faire la même chose à 200 km/h, c'est pas commun. Et donc, en fait, faire glisser une voiture à 200 km/h, c'est facile. Deux côte à côte, porte contre porte, à 200 km/h, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de le faire. Et donc, le spectacle, il n'est pas bon. Et nous, on veut du spectacle. Le drift, c'est du spectacle. C'est de la bagarre, mais du spectacle. Le gros avantage du drift, c'est que tu n'as pas besoin d'y connaître quelque chose. Tu t'en fous de ce que c'est la voiture. C'est beau à regarder. Tu profites juste du spectacle. Ouais. Et toi, tu vas kiffer. Tu vas dire, oh, là, ça t'a procuré une sensation, une émotion, parce qu'à un moment donné, tu dis, oh, il va sortir, c'était beau, c'était tout en douceur. Et puis l'autre à côté n'aura pas le même feeling, la même sensation que toi. Et on s'en fout. Chacun son feeling, en fait. C'est un peu comme de l'art. Vis-à-vis de l'art, même de l'art culinaire, on n'a pas tous les mêmes goûts. Non, c'est vrai. Bon, pour le drift, c'est pareil. Tu as le droit de ne pas avoir le même goût. C'est pas... bien sûr que c'est mieux si la personne, le pilote que tu soutiens, gagne. Mais ce que tu veux, c'est qu'il te fasse vibrer, qu'il te fasse kiffer. Et même s'il perd, il peut aussi te faire kiffer parce qu'il a fait quelque chose de très beau. Et moi, j'en connais plusieurs, là, tu vois. Alors, je ne sais pas qui soutenir. Le gros avantage, c'est que peu importe qui tu soutiennes, c'est aussi pour ça que j'ai adhéré à 2000% à ce sport. C'est parce que par rapport aux autres sports automobiles, il n'y a pas de triche. Souviens-toi, tout à l'heure, on parlait des kartings, que ce n'était pas équitable. Oui. Alors, ça, c'est que
demain, ce soir, on va faire un karting. C'est pas nous, c'est pas notre kart. C'est pas nous qui le réparons, c'est pas nous qui l'entretenons, on subit, on prend le kart qu'on nous donne. Mais si tu as ton kart à toi et que tu fais de la compétition, eh ben, il y en a qui trichent. Il y a de la triche. Il y a de la triche dans le cyclisme, il y a du dopage humain, mais du dopage technique aussi. En Formule 1, il y a de la triche. En rallye, il y a de la triche. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément frustré, moi, dans ma carrière de pilote, puisque j'ai fait j'ai commencé par le motocross, mais j'ai fait du karting, j'ai fait du circuit automobile avec des formules de promotion. Et j'ai toujours côtoyé la triche, en fait. Des fois, parce que je la subissais, quelqu'un avec qui j'avais combattu, il passe au contrôle technique après la course, et il est déclassé parce qu'il a triché. Ou que déjà, au moins, il est déclassé. Oui, mais tu t'es battu quand même pendant... Tu t'es mis comme ça contre quelqu'un qui n'était pas aux normes, qui n'était pas conforme. Ouais, chiant. Ouais. Bon, des fois, c'est toi. On te contrôle. Je disais que les cartes, ils n'étaient jamais tous pareils. Tu n'as pas triché. On te contrôle quelque chose. Putain, il y a une pièce qui est défectueuse. Tu es déclassé. Tu as triché. Mais non, je ne suis pas un tricheur, moi. Sauf que j'ai une étiquette de tricheur. Et au final, quand tu évolues dans ce... Enfin, moi je parle pour moi, hein, mais d'évoluer dans ce milieu, alors que j'adore le pilotage. Et ça, c'est mon kiff. C'est le pilotage, mon kiff. C'est pas la machine. Oui, c'est ce que tu disais. Ouais. Quand à un moment donné, tu dis, bon, j'ai perdu. Si ça se trouve, celui qui m'a battu, il a triché. Moi, ça me fout vénère. Mais quand tu gagnes, oh putain, ça se trouve, je sais pas, les autres, ils pensent que j'ai triché. Alors que si j'ai pas triché, que je suis vraiment meilleur, comment ils me perçoivent? Ça, c'était chiant. C'est ce qui m'a fait arrêter le sport auto classique, qui est chronométré, ou du moins qui est contrôlé, parce qu'il y a des règles, et forcément, il y en a qui essaient de passer outre la règle. Eh bien, en drift, non. En drift, non. À partir du moment où tu respectes la sécurité, que ta voiture, elle est aux normes de sécurité... Il n'y a pas de tricherie. Tu peux pas tricher. C'est pas parce que tu vas avoir un moteur plus puissant que tu vas gagner. C'est pas parce que tu vas avoir une voiture plus légère que tu vas gagner. On s'en fout. Celui qui fait la différence, c'est l'élément qui est entre le volant et le siège. C'est le pilote. Le pilote. Et on a des super bons pilotes qui n'ont pas forcément la meilleure machine. On a des pilotes moyens qui ont de très bonnes machines et qui ne gagnent pas. Je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais. Et on s'en fout. C'est OK avec ça aussi. Du coup, je te parle de ça parce que peu importe lequel tu soutiens, tous les pilotes entre eux, ils kiffent. Alors bien sûr qu'il y a des affinités, il y en a qui s'entendent mieux avec d'autres. Alors moi, je vais soutenir mon petit Médo. Mais au final, c'est un bon exemple, Médo, on va en parler. Au final, comme il n'y a pas de triche, quand tu te fais éliminer par quelqu'un, tu sais qu'il n'a pas triché. Et tu dis, bah, bravo, putain, t'es bon. Et t'es content d'avoir perdu. T'es content au final. Ouais, je vois très bien. Du coup, il y a du respect. Il y a du respect, il n'y a pas de suspicion de triche. Et tu vas voir les pilotes, ils font les comptes dans le paddock. Ils savent qu'ils ne peuvent pas tricher. Donc, ils se respectent. Et c'est une fois qu'ils baissent la visière qu'ils vont faire la bagarre, quoi. Ouais. Et à ce niveau-là, il y a celui qui triche, ce serait pas de la tricherie, ça serait plus de l'anti-jeu. Mais ça marche pas longtemps. Ça. Quelqu'un qui pourrait faire de l'anti-jeu. Et donc, Médo, ben, c'est un bon exemple, tu vois. Que j'ai eu, tu l'as vu, son interview? Oui, je l'ai, bien sûr. Je dévore tout ce que, blague à part, je suis pas très réseaux sociaux. Beaucoup de podcasts ou de vidéos, comment dire, qui m'apprennent quelque chose. Pas pour du divers, c'est de l'information. Ouais, de l'information, de la formation. Je veux apprendre quelque chose plutôt que juste me divertir. Voilà. Je veux perdre du temps. Pour moi, c'est une perte de temps. Me divertir avec ça m'intéresse pas. Par contre, j'aime apprendre des choses. Alors forcément, quand je regarde des vidéos de Médo ou de Lulu, par exemple, sur sa chaîne secondaire, on en parlait tout à l'heure, j'apprends des choses. Voilà. Et donc, Médo, moi qui ne suis pas trop réseaux sociaux, comité de sélection 2024, l'hiver dernier, oui. Bon, ben, arrive une candidature de Isker, Médéric. Le staff, je pense que tous les 8 autres du comité savaient qui c'était. Bon, ben moi qui ne suis jamais sur les réseaux. Mais qui c'est, sans doute. Je sais pas, tu sais, comme un petit poussin qui vient d'arriver. Moi, je sais pas qui c'est. Bon, et puis donc on étudie son dossier. Ces dossiers, comme je disais, qui sont très complets, tiens, avec des vidéos, on demande des vidéos intérieures, extérieures, tu sais, pour voir comment il se démerde, quoi. Le gars, est-ce qu'il est stressé dans la voiture, on veut voir de l'extérieur s'il passe bien, si c'est fluide. Donc nous, on avait du staff qui était à la foire l'année dernière.
Bon, moi, je ne connaissais pas. Et puis, on étudie le dossier. Puis, je regardais les vidéos et tout. Je me dis, tiens, ça roule quand même. Et puis, donc, les autres membres du comité, là, de l'équipe, ils me disent, ah, nous, on l'a vu rouler, il va bien et tout. Ils me parlent de Shiftek. Donc, j'étais largué complet. Qui c'est Shiftek? C'est quoi ça? Moi, je suis dans des fois dans ma grotte, là. Et puis, on est 9. De toute façon, dans le comité, on est 9 à voter. Donc, je pense que j'ai voté oui. Alors, de toute façon, on a des historiques de tout. Mais je pense qu'il a fait l'unanimité. Et on a été 9 à voter pour lui. Et puis, nous, on s'est fait défoncer sur les fameux réseaux sociaux où je ne vais jamais parce que le championnat de France de drift a validé un YouTuber. Mais en fait, moi, dans ma tête, je ne savais même pas que c'était un YouTuber. Avant qu'il soit YouTuber, il est entrepreneur déjà, de toute oui, façon. tout à fait. Oh, putain, je ne comprenais pas. Je disais au gars, mais pourquoi il parle de YouTuber? On a validé un gars. Ouais, mais il fait des vidéos et tout. Bon. Mais alors, il a le droit. Non, mais bien sûr qu'il a le droit. Non, mais c'est pour dire que... C'est pour dire que, en fait, on fait quand même rien à moitié et on ne fait pas de manière intéressée. Parce que moi, je ne savais même pas que c'était un YouTuber. Et puis, on s'est fait défoncer parce qu'on a sélectionné un YouTuber qui a de l'argent en plus, qui a réussi. Médrich. Il déteste qu'on l'appelle comme ça. Putain, j'étais hors de moi. Ça m'agace quand c'est gratuit comme ça et surtout quand ça me semble injuste. Il a le droit d'avoir des passions. Bon, et puis surtout, je me disais, ça se trouve, on a fait une boulette, parce que moi, je ne l'ai jamais vu rouler. Hein. Oui, moi, je suis dans le comité, j'ai vu des photos, des vidéos, j'ai lu son dossier dans tous les sens et tout. On demande par qui est recommandé le pilote, par exemple, parce que quand c'est un nouveau pilote, il faut savoir qui le recommande. Alors, il avait des recommandations d'autres pilotes. On avait du staff qui était présent l'année dernière à la foire, Boiserie, qui l'a vu rouler. Bon, je me dis, bon, j'espère qu'on n'a pas fait de conneries, parce que moi, in fine, je ne l'ai jamais vu rouler. Mais il est très bon. Notre Médo, il est top 3 dans la catégorie pro, à mi-saison passée. Il a déjà fait peut-être bien 1 ou 2 podiums, j'ai de mauvaise mémoire, je ne sais plus. Mais en tout cas... il nous l'a dit à la foire. Je ne sais plus. Je ne sais plus, bon, j'ai une mauvaise mémoire. Mais tout ça pour dire qu'au final, il est bon. Le comité de sélection a fait son boulot. Le type, qu'il ait réussi, qu'il n'ait pas réussi, qu'il soit youtubeur ou pas, qu'il ait une belle bagnole ou une moins belle, à partir du moment où il se donne les moyens et que ça marche, ben, c'est la boucle est bouclée, c'est la messe est dite, quoi. Et je suis bien content. Alors, pour le championnat, égoïstement, oui, je suis content parce qu'au moins, on a fait taire un peu quelques caquets, mais c'est surtout pour lui que je suis content. Parce qu'il y en a à l'intersaison, c'était pas des insultes, mais c'est dur, quoi. Le type, il aime, alors, il bosse, il trime, il prend des risques, il se lance dans un projet qu'il kiffe, il fédère du monde, et puis il se fait torpiller, il prend des youtubeurs et tout. Et puis là, j'étais bien content pour Médo, parce que ouais, il a fait taire les bouches, quoi. Alors bien sûr qu'on ne peut pas faire tout le temps de bons résultats, mais voilà, il a bossé. Non, franchement, moi je suis pas une professionnelle, hein, mais je trouve qu'il était super bon, Médo. Après, il s'est donné les moyens aussi. Hein. Il a fait ce qu'il fallait. Donc, félicitations. Voilà, c'était la petite parenthèse pour parler un peu des réseaux sociaux, que parfois, il y a des... Oh, ben ça, c'est pour tout le monde. Hein. Tu sais, nous aussi, peut-être que là, ça plaira pas et on en dira quelque chose. Hein. C'est tout. Les autres... Ben, merci, Jérôme. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut rajouter On a beaucoup parlé, on a parlé beaucoup de choses. C'est vrai, ça fait longtemps. Ah ouais. 1h et quelques, je pense. 17h17. Après, j'ai envie de dire, vive le drift. Ça sert à rien, mais on kiffe. Et c'est beau à voir. C'est beau à voir et c'est aussi... Et la finale, là, il reste des places il doit rester quelques places. Oui, Charade, c'est le 21 septembre. Alors, tu sais qu'on a un événement aussi avant Charade. Le week-end du 13 septembre. Ben, dans la semaine... 13-14, la semaine avant Charade, on a la chance incroyable de retourner au circuit de l'Édenon, à côté de Nîmes, pour une compétition drift que nous organisons là-bas. Et c'est une histoire un peu particulière, parce que déjà dans le sud-est, ça fait très longtemps qu'on n'y est pas allé. Ça nous fait plaisir de retourner dans le sud-est. On a une grosse communauté de fans de bagnoles, de courses là-bas. Beaucoup de pilotes du sud-est aussi. Et puis surtout, un circuit qui adore l'automobile, la moto, et qui adore le drift. Et la toute première course de drift que j'ai organisée en 2013, c'était à l'Édenon. Et on y retourne cette année, donc c'est top. Ça, pour ceux qui sont dans le sud-est, le week-end du 13-14, et puis la grande finale sur le circuit de Charade à côté Clermont-Ferrand, un ancien circuit de Formule 1, un circuit complètement dingue, dans un milieu naturel avec
C'est comme un toboggan, comme un grand 8, ça monte, ça descend, ça tourne, c'est ultra spectaculaire. Super pour une finale, quoi. Ouais, pour une finale, ouais, tout à fait, c'est là. Meilleur endroit. Pas, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, c'est un endroit idyllique pour amener le drift pour la toute première fois avec le championnat de France dans le centre de la France. Super bien placé, quoi. Et c'est parfait pour les gens, ouais. C'est vrai, ouais. Oui, c'est parfait, donc c'est top. Une équipe là-bas qui est magnifique aussi. Mais je mets le lien en description, on ne sait jamais. S'il reste des places. Il reste de la place, on y est 2 jours, samedi, dimanche. Et puis, on travaille avec des gens qui ressemblent aussi à notre communauté, à nos pilotes, à notre staff. Tout le monde est bienveillant, tout le monde est content, tout le monde a la banane. On en chie, c'est dur. Hein, tu vois, ça commence à fatiguer un peu, mais ça va, c'est des bonnes choses. Mais merci, Jérôme. Merci beaucoup. Merci à vous, les amis, de nous avoir regardés et écoutés. On se retrouve dimanche prochain pour un tout nouvel épisode de podcast. Ciao.